Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à toutes et tous à notre webinaire des rencontres sanitaires apicoles en région Auvergne-Rhône-Alpes, un événement organisé par l'ADA, les GTV et la FRGDS pour la cinquième année. Bon webinaire à tous. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, on aura un témoignage d'un événement sanitaire sur une exploitation ardéchoise, euh, donc témoignage de Johannes Boulon, apiculteur en Ardèche. Un focus sur le virus du couvain saxiforme, un focus sur la LOC européenne. Et ensuite, à travers les éléments qu'on aura eu avec ces deux focus, une tentative d'explication du cas sanitaire qui s'est passé sur cette exploitation. Et on abordera la notion dans un dernier temps d'équilibre des colonies. Et ben, du coup, je vais laisser dans un premier temps Johannes Boulon se présenter un peu son contexte, et puis ensuite, il nous fera ce témoignage sur cet événement sanitaire. Ouais, voilà, donc nous, on a eu enfin, il nous est arrivé quelque chose de sanitaire un peu grave il y a déjà 2 ans maintenant. C'était une exploitation de 500, entre 500 et 550 colonies. Et tout a commencé l'hiver 2022-2023, où on a eu pas mal de pertes, puisqu'on était à un gros 30% de pertes sèches à la sortie de l'hiver. Alors bon, on s'est dit que ça arrivait dans la vie d'une exploitation. Et tout de suite, on a pensé à Varroa, parce que c'est le premier truc auquel on pense. Donc, enfin, voilà, on s'est dit qu'on avait eu un problème varroa sans trop comprendre parce que on n'avait pas l'impression d'avoir loupé gravement un traitement ou quoi que ce soit. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en général, on fait des comptages en fin de saison qu'on n'avait pas fait fin 2022, quoi. Donc voilà, ça nous mettait un peu le doute. Euh, voilà, l'hiver se termine, on arrive au démarrage des colonies, là, au mois de mars. Et pour le coup, bah, le démarrage était pas si mal. Enfin, on avait quand même beaucoup d'hétérogénéité dans les colonies, il y en a beaucoup qui avaient quand même ramassé. Mais le printemps était stimulant et tout. Et du coup, je me suis plus trop fait de soucis à ce moment-là. Je me suis dit, bah voilà, on redémarre avec moins de ruches, avec des colonies qui sont pas toutes populeuses, mais ça avait l'air sain, c'était joli, ça redémarrait bien. Du coup, début avril, bah, nous, on avait quand même le besoin de remonter un peu le cheptel. Et du coup, ce qu'on a fait assez tôt, tout début avril, on a rééquilibré les colonies en faisant des essaims aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait tout mis autour de 4 cadres de couvain, selon la force des colonies, tout ça. Donc, on prenait des cadres sur les colonies qui étaient plus développées que ça pour renforcer les plus faibles. Et les cadres supplémentaires, on en faisait des essaims. Donc, on a fait des essaims assez tôt comme ça. En parallèle, on a des collègues voilà, qui avaient connaissance des pertes qu'on avait eues l'hiver, et pour nous aider un petit peu à démarrer, qui nous ont donné des colonies à ce moment-là. Ça représentait à peu près 25 colonies, je crois, 25 ou 30 colonies. C'est des colonies qu'on a mis sur des ruchers existants où on avait eu beaucoup de pertes pour venir compléter ces ruchers-là. Et puis, assez vite, au mois d'avril, on a commencé à avoir, sur 2 ruchers principalement, 2 ruchers qui étaient sur la même zone, des symptômes de sac-brood, donc de couvain saxiforme, dans des proportions, voilà, alors ça a commencé sur quelques ruches et tout, mais sur ces 2 ruchers-là, ça a vite pris des proportions importantes. On en voyait assez vite sur une majorité de ruches. Donc là, on s'est dit, bah voilà, est-ce que c'est un problème de l'environnement, puisque c'est 2 ruchers qui sont sur la même zone? On a essayé de voir un petit peu avec les apiculteurs des alentours, et puis il se trouve bah, qu'a priori, on était les seuls à avoir ça, quoi. Et assez vite, en 15 jours, 3 semaines à peine, on a commencé à en voir un peu partout sur les ruchers, y compris sur des ruchers qui n'étaient plus du tout sur la même zone, et y compris sur les ruches que nous avaient fournies les collègues, donc qui n'avaient pas le même historique, qui n'avaient pas la même génétique, enfin, qui étaient un lot à part, quoi. Donc là, on s'est dit que on avait probablement voilà, un rôle dans la transmission, ou en tout cas qu'il y avait quelque chose de grave et de contagieux qui se passait là. Et bon, on a évidemment refait des comptages varrois à ce moment-là, et il se trouve qu'on n'avait pas une infestation. Alors, on trouvait quelques varrois sur certaines ruches et tout ça, mais pour le printemps, on était à moins d'un varroa phorétique pour 100 abeilles et tout ça. Et du coup, bah, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas une grosse pression varroa qui nous rendait les ruches malades. Voilà, là, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai problème de contagion. Du coup, on a décidé d'isoler toutes les ruches qui étaient les plus symptomatiques, sachant que ça a été un compromis tout ça, parce qu'on avait aussi besoin de faire du miel. Et du coup, comme il y avait quand même beaucoup, beaucoup de ruches qui présentaient quelques symptômes,
On a décidé d'isoler uniquement les plus malades, celles qui s'étaient effondrées ou qui étaient en train de s'effondrer, quoi, pour garder tout ce qui, voilà, on espérait qu'ils puissent encore faire du miel, pour le garder en production. Donc, on a fait des ruchers hôpitaux qu'on a mis en moyenne montagne. Le printemps de 2023 était pas trop mal. C'est une zone qui était bien stimulante avec plein de pollen et tout ça. Donc, on s'est dit que ça allait leur faire du bien. Sur l'ensemble des ruches, en fait, au mois d'avril, on a plutôt fait du miel. C'est parce que donc, le démarrage était bien, les colonies étaient bien développées, tout ça. La plupart étaient montées en hausse. Et du coup, on a fait alors une récolte qui était pas folle parce que ça a été uniquement sur le mois d'avril, mais on a quand même fait une récolte de miel. Et au moment de la récolte, les abeilles avaient, enfin, sur les ruches malades en tout cas, les abeilles avaient déserté la hausse, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient montées en hausse, elles avaient stocké, et puis elles s'étaient tellement effondrées qu'il n'y avait plus d'abeilles dans la hausse à ce moment-là. Euh, à partir du mois de mai, là, on a commencé aussi à avoir des loques européennes, en plus du sac brood. Et donc là, à ce moment-là, on a fait appel à l'OMAA, l'Observatoire des mortalités d'abeilles. Et donc il y a eu une visite d'un vétérinaire, des prélèvements et tout ça. Et ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'était le retrait de tout le couvain malade sur les ruchers hôpitaux. Donc voilà, on avait isolé à peu près peut-être une centaine de ruches. Et on a retiré le couvain à tout le monde. On a fait plusieurs essais. On a essayé sur une partie de sortir carrément, enfin de les remettre sur des cires ou des cadres propres, et sur une autre partie de sortir uniquement le couvain. Et bah, il se trouve que ça n'a pas tellement marché. Alors c'est pareil, je fais une moyenne. Sur certaines, ça a plutôt eu un effet, mais sur la plupart, ça n'a pas été efficace parce qu'en fait, les colonies, elles n'ont pas du tout redémarré. On s'est retrouvé avec une poignée d'abeilles dans les ruches, malgré l'environnement stimulant et malgré les nourrissements aussi, parce qu'à ce moment-là, nous, on les stimulait aussi. Ça les a plutôt achevés qu'autre chose, quoi. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de colonies où il restait voilà, très peu d'abeilles. Les couvains qui redémarraient, ils n'étaient pas jolis. Sur une bonne partie, on avait de nouveau des symptômes de sac brood. Donc voilà, pas la belle réussite à ce moment-là. Parallèlement, bah, sur les ruchers de production, on continuait à avoir des ruches qui étaient malades. Et donc, fin mai, début juin, par là, on a décidé de refaire un passage sur nos ruchers de production pour isoler à nouveau les ruches qui s'étaient effondrées aussi, voilà, pour essayer de limiter le stock de ruches malades sur nos ruchers de production. Donc, on a fait un autre rucher hôpital qu'on a essayé d'assainir de la même manière. Donc plus tard, là on était début juin. Et pour le coup, là on a eu vraiment des meilleures réussites parce que les colonies ont très bien redémarré globalement et ont redémarré avec des couvains sains. Voilà, on peut passer à la suivante. À l'été 2023, donc donc il y a eu les analyses faites par l'OMAA et puis on a fait, nous de notre côté, on a fait appel à des laboratoires aussi pour avoir d'autres analyses. L'INRA nous a fait des analyses aussi. Et donc voilà, elles étaient toutes concordantes. Pas de surprise, on retrouvait des taux très élevés de SBV, donc le sac-brood virus, et de la loque européenne. En revanche, on ne retrouvait pas de virus directement lié à Varroa, c'est-à-dire les DWV, que ce soit le A ou le B. Ça, on en avait très peu sur les colonies. Donc ça, voilà, ça nous remettait le doute encore. Est-ce que c'est vraiment un problème Varroa qu'on a eu? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un problème Varroa qu'on a pu avoir avant, enfin, dans les saisons précédentes qui se dessinent maintenant au niveau symptomatique? Voilà, difficile d'y voir clair là-dessus. Et puis pour terminer la saison, on s'est dit que ce qui était pas mal, c'était de passer par une rupture de ponte de partout pour assainir les couvains aussi. Et on avait encore évidemment ce besoin de refaire du cheptel. Et du coup, sur beaucoup de colonies, alors c'est pas la totalité, mais sur toutes les colonies, notamment châtaigniers, montagne, on a, c'est des ruches qu'on a orphelinées pendant 7 jours, qu'on a coupées, et on a mis une cellule J10 au bout de 7 jours, donc en cassant les cellules naturelles. Et donc au démarrage de la nouvelle reine, il n'y avait plus de couvain dans la ruche, ce qui nous permettait d'avoir une fenêtre de traitement à base d'acide oxalique pour varroa, et puis de passer voilà, une phase un petit peu plus saine sur les couvains, puisqu'il n'y en avait plus à ce moment-là. Donc on a fait, voilà, on est allé plutôt sur du châtaignier précoce, des lavandes plutôt précoces, et lavande on avait encagé aussi pour arriver à plus avoir de couvain dans les ruches. Et ça a plutôt bien marché. Enfin, en tout cas, fin 2023, on a hiverné des colonies qui, voilà, qui semblaient saines.
Les essaims s'étaient bien développés, là, ils avaient bien profité de la mielée de l'air et de la mielée de lierre et tout ça, donc on était plutôt rassurés, bien que voilà, on savait pas trop si c'était terminé ou pas cette affaire-là. Là, donc on en arrive aux hypothèses que nous on a pu faire pour expliquer ça. En fait, donc nous on a eu beaucoup de pertes sur l'hiver 2022-2023 et ça nous a rappelé un fait de l'année 2022. Début 2022, on avait fait pas mal d'essaims assez précoces. On devait avoir à peu près 150 essaims qu'on avait fait sur le mois d'avril, qui avaient jamais trop démarré en fait. C'est des essaims qui présentaient pas de maladies particulières, mais qui avaient des couvains un petit peu mosaïques, des colonies pas très dynamiques. Alors on avait, enfin, on savait pas trop d'où ça venait. On avait imaginé peut-être des problèmes de fécondation, mais comme c'était sur l'ensemble des séries, il y avait plusieurs séries de fécondation, tout ça, ça nous paraissait bizarre. Voilà, on savait pas trop d'où ça venait. On avait plusieurs génétiques aussi. On avait greffé sur des souches de génétiques très différentes. Et bon, on savait pas trop quoi faire de ces essaims. Donc là, on est en 2022. On les avait amenés en montagne au mois de mai parce qu'il y avait une jolie météo. Et là, il s'était plutôt fait beau. Certains étaient montés en hausse et tout ça. Et début juin, avant les mielés d'été, on en a utilisé une bonne partie qui nous paraissait sain pour renforcer des colonies. C'est-à-dire qu'on a carrément introduit les essaims dans des ruches. En enlevant la vieille reine, on mettait les seins dans la ruche. Et l'hypothèse qu'on a pu faire à ce moment-là, c'est que enfin, que ces essaims avaient peut-être un problème sanitaire qu'on avait un petit peu vu au printemps, mais qui avait l'air de s'être tassé un petit peu, donc on ne s'était pas trop inquiété, et qu'on ait pu disséminer comme ça des virus, des maladies un peu partout sur nos ruchers, puisque en fait, on avait pris ces essaims-là, on en avait mis 5 sur ce rucher, 10 sur ce rucher, on en avait étalé de partout, quoi. Après, on s'est aussi dit peut-être que, comme on avait eu pas mal de pertes sur l'hiver 2022-2023, on avait peut-être fait des essaims trop tôt, c'est-à-dire qu'on avait prélevé des cadres de couvain aux colonies peut-être un peu tôt au printemps, elles n'étaient peut-être pas encore suffisamment fortes, et qu'on les avait peut-être aussi fragilisées à ce moment-là. Voilà, sans certitude bien sûr, parce que voilà, c'est difficile d'expliquer clairement, c'est probablement multifactoriel, et voilà, savoir quels sont les impacts principaux, c'est difficile à dire. Après, pour terminer sur l'histoire de ces ruches, 2023-2024, l'hivernage s'est bien passé. 2024, ça a plutôt bien démarré. Au printemps de cette année, sur certains ruchers, parce que le printemps, pour le coup, a été compliqué, là, je pense qu'elles ont été pas mal carencées, tout ça. On a commencé à revoir un petit peu de sac brood à des moments, mais ça s'est très vite effacé. Et puis, voilà, bon, j'espère qu'on est sorti cette fois de ces problèmes-là. Si c'est le cas, ça sera parti comme c'est venu, quoi. Rapidement, l'histoire de tout ça. Merci Johannes pour ton témoignage. Et donc maintenant, on va passer un focus donc sur ces deux maladies que sont le SAC-BROD et la loque européenne. Donc dans un premier temps, on va présenter donc ce SBV. Bonjour et merci à Johannes de ce témoignage enfin, sans filtre et courageux. C'est pas toujours évident de faire état de ces déboires dont on n'est pas toujours très fier. Voilà, moi je tenais à le souligner quand même, ce courage-là. Donc on va revenir en fait sur un focus d'abord sur le couvain saciforme et ensuite sur la loque européenne pour faire quelques rappels et sur ces deux maladies-là dont on parle pas forcément très souvent. Donc le couvain saciforme, en fait, c'est une maladie infectieuse virale. Donc c'est une maladie des prénymphes, des nymphes et des abeilles adultes. On l'oublie souvent, ça touche aussi les abeilles adultes. Qui est due au virus du couvain saciforme ou sac-brood virus en anglais, SBV. En France, en fait, on a un portage sain très important. On a à peu près 2 tiers à 4/5 des colonies qui sont porteuses sans forcément avoir de symptômes cliniques, tout au moins sur le couvain du sac-brood. Donc c'est une maladie contagieuse du couvain, donc qui intervient juste avant la nymphose. Donc en fait c'est une maladie du couvain plutôt operculée ou des prénymphes, juste au moment où les larves sont très grosses et deviennent là où les abeilles operculent la cellule larvaire
et que la nymphose va commencer, en fait, on a une impossibilité de la mue, vraisemblablement due à un défaut des chitinases qui font que la larve, enfin la future nymphe n'arrive pas à dissoudre son enveloppe de chitine. Et du coup, on a un liquide, on le verra par la suite, qui s'accumule entre cette enveloppe et le corps de la larve. Mais on a quand même des nymphes qui arrivent à survivre à l'infection virale, essentiellement parce qu'elles ont une quantité de virus moindre qui ne les tue pas forcément, et qui parviennent à donner des adultes à l'émergence, mais des adultes, il ne faudra pas qu'on l'oublie, qui ont une espérance de vie qui est plus réduite que des adultes lambda. Un peu comme on a avec le DWV quand on n'a pas forcément d'ailes déformées, et ainsi de suite. Donc les symptômes vont être du couvain mosaïque avec une atteinte des larves et une mort des larves juste avant et après l'operculation. Donc début du couvain operculé. Donc les symptômes, là, alors sur les deux photos là, que vous avez à droite, donc un couvent mosaïque, des larves bloquées vraiment en prénymphose, hein, donc on a en gros des futures nymphes où les abeilles n'ont pas eu le temps de finir d'operculer la cellule et la prénymphe est déjà morte. Donc les grosses larves qui deviennent d'abord un peu jaunâtres, ces grosses larves se dressent dans la cellule, le dos en bas, la tête vers l'opercule en formation, et on a une accumulation du coup, comme je vous disais, de liquide entre les cuticules de la larve et enfin quelle cuticule qu'elle doit normalement dissoudre pour ensuite faire sa nymphose dessous. Et en fait, on a un sac qui se forme entre cette cuticule passée de la larve qui se dissout pas et qui se remplit d'un liquide clair plus ou moins granuleux. La tête de la prénymphe devient noire et puis d'ailleurs l'ensemble de la prénymphe, hein, de la larve. Et à la fin, tout ça finit par se dessécher en formant des écailles marron qui reposent comme une petite barque, si j'ose dire, au fond de la cellule. Alors, je n'ai pas trouvé de photo avec typiquement l'écaille. Enfin, si on voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez mon point, celle-ci, voilà, euh, l'écaille de sac-brood. Et donc, si on sort ces larves, on a cet aspect en fait en goutte, comme une goutte de liquide blanc avec une pointe noire, quoi. Et on oublie, je le rappelle, d'autres symptômes, mais qui peut pas du tout spécifiques, c'est une diminution, et peu visible, c'est la diminution de longévité des adultes survivantes qui ont un inoculum, si j'ose dire, viral plus faible et qui ont réussi à faire leur nymphose, à aller à l'émergence, et donc, mais par contre qui ont une durée de vie réduite et qui sont fortement porteurs de virus et vont être capables d'infester par la suite d'autres larves. Parmi les facteurs favorisants connus du couvain saciforme, donc c'est une maladie qui à la base est plutôt printanière, hein, qui existait avant l'arrivée de Varroa, je le précise, comme toutes les maladies apiaires quasiment. Donc, qui est favorisé par les printemps difficiles, quoi. Printemps froid, pluvieux, des phénomènes de claustration des colonies aussi. Donc, on a une explosion de la pression virale dans la colonie qui, au bout d'un moment, aboutit à l'apparition du couvain saciforme, du couvain, enfin de la symptomatologie sur le couvain. Mais en fait, il ne faut pas l'oublier, avant l'apparition de la symptomatologie sur couvain, on a déjà certainement la pression virale qui commence à obérer, à diminuer l'espérance de vie des abeilles. Et donc, on a déjà une perte de longévité et des colonies qui n'augmentent plus en abeilles adultes, bien que pour l'instant, qu'au départ, le couvain soit encore macroscopiquement, si j'ose dire, sain. Ensuite, on a connu des souches d'abeilles, plus ou moins, alors je ne parle pas de race, hein, mais de souches, hein. Donc il y a des lignées qui sont quand même plus sensibles, comme à beaucoup de maladies virales. En fait, on a une susceptibilité au virus qui varie suivant la génétique des colonies. Et ensuite, bah, le troisième larron, là, qui lui vient encore interférer là-dedans, c'est encore comme beaucoup, très souvent chez l'abeille domestique varroa. Donc la pression varroa ancienne et persistante, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément la pression varroa à l'instant T. Si elle vient juste de monter, il n'y a pas encore eu le temps d'avoir l'effet amplificateur viral. Donc varroa qui intervient à la fois comme un vecteur, si j'ose dire, inerte, mais il n'est pas qu'inerte. On a une réplication virale, comme avec beaucoup de virus de l'abeille, qui peut se faire dans le corps de varroa. Et il va à la fois exacerber la transmission entre abeilles
et en plus multiplier vraisemblablement le virus aussi. Donc ensuite, on va faire un... Tu veux faire la transi? Oui, un deuxième focus. Oui, on va faire un focus, en fait, Désolé, sur je la, t'ai coupé la la parole. LOC européenne. Pas de souci. Non, 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 mais ça déroulait bien, donc il y avait pas. Donc, je vous laisse la parole. Donc la langue européenne, qui on l'a vu dans l'exposé de Johannes, en fait, est apparue dans un deuxième temps, dans leurs soucis, si j'ose dire. Ils ont bien eu d'abord les signes de Sacbrod, qu'ils ont bien décrits, et ensuite l'apparition des signes de l'oc européenne. Donc la loque européenne, là, c'est pas un virus qui en est l'agent initiateur et l'agent causal pathogène, mais bien une bactérie, Melissococcus plutonius, donc un petit coq qui en fait se multiplie dans l'intestin, dans le proventricule et l'intestin moyen de l'abeille. Et en fait, cette bactérie va littéralement rentrer en compétition alimentaire avec la larve, c'est-à-dire qu'elle va spolier la larve d'une partie des nutriments, une grande partie des nutriments qui sont apportés via la bouillie larvaire à la larve par la colonie. Donc c'est une maladie vraiment du couvain ouvert au moment où la larve s'alimente, hein, pas de la nymphose, ou lors de la nymphose, la larve ne s'alimente plus. C'est un germe. Donc au départ, on a systématiquement Melissococcus pluton lors de l'oc européenne. Donc c'est le germe initiateur et c'est un coq qui, à la différence de Penibacillus larvae, l'agent de l'autre loque bien connu de l'abeille, la loque américaine, qui lui ne sporule pas, donc ne produit pas de forme de résistance qui va lui permettre de résister des années dans le matériel apicole. Par contre, Melissococcus résiste quand même à l'état végétatif ralenti, on va dire, euh, assez longtemps, plusieurs semaines, voire mois, dans une colonie d'abeilles, même en l'absence de symptômes, quoi. Ce qui fait qu'on a très souvent beaucoup de colonies avec un fort portage de Melissococcus sans forcément avoir de symptômes. Et ensuite, on a d'autres germes, une fois que ces larves, quand la compétition alimentaire avec la larve finit par tuer la larve, on a d'autres germes qui viennent surinfecter la larve et l'achever ou en fait la dégrader. Donc c'est plutôt des germes de putréfaction, mais pas que, et qui vont eux entraîner, on le verra par la suite, l'apparition d'une assez grande diversité de manière à la larve de putréfier, de finir sa vie si elle a fini de façon funeste. Donc notamment Penibacillus alvei, qui est un bacille assez proche de Penibacillus larvae, Lactobacillus viridis, enfin plutôt des germes que je vais qualifier en raccourcissant et en simplifiant extrême de germes de putréfaction. Mais par contre, comme on a à la base une compétition alimentaire entre le Melissococcus pluton et la larve, ben, les colonies ont la capacité, si j'ose dire, de surnourrir ces larves pour qu'elles achèvent leur développement. Et donc, en fait, elles masquent les symptômes. Elles compensent, en fait, cette compétition alimentaire que le germe fait avec la larve en la surnourrissant. Elles peuvent faire ça, ce qui fait qu'en fait, ça retarde l'apparition ou ça masque complètement les symptômes que pourrait observer l'apiculteur. Mais par contre, les colonies, ça leur coûte en termes métaboliques, énergétiques, de compenser et de surnourrir ces larves. Donc on a quand même des colonies qui, bien que habillées correctement, ont une capacité très souvent de récolte inférieure aux autres, sans symptômes, du moins certainement au début de la maladie. Et les larves survivantes, parce que bah, du coup, quand la colonie parvient à compenser, les larves arrivent à survivre, à faire leur nymphose, et arrivent à l'âge adulte et deviennent elles-mêmes des futures nourrices. Mais par contre, elles sont souvent de piètres nourrices, parce qu'elles ont été quand même handicapées par cette compétition alimentaire. Et en plus, elles sont le premier vecteur du germe au sein de la colonie, puisque c'est elles qui vont aller renourrir d'autres larves et leur inoculer la bactérie lors des soins au couvain. Donc sur les symptômes, donc on a principalement, je vous dis, une atteinte quand les symptômes se déclenchent dans la colonie, une atteinte initiale du couvain ouvert. Donc en fait, on a la perte de l'aspect blanc nacré brillant. Les larves d'abeilles, normalement, quand elles sont bien nourries, en bonne santé, elles sont blanches, elles sont nacrées, elles sont luisantes au fond de la cellule, bien hydratées. Très souvent, donc le premier signe, c'est qu'on a la perte de l'aspect brillant. Les larves deviennent ternes, elles ne brillent pas, elles sont comme un peu déshydratées, si j'ose dire. On les trouve un peu, on voit quand on a l'œil,
Donc c'est le deuxième schéma. Vous voyez, on a la perte de l'aspect brillant qui réfléchit la lumière. En fait, la lumière pénètre plus à l'intérieur de la larve et on commence à voir les orifices respiratoires des différents segments de la larve, chose qu'on a du mal à voir sous la lumière du jour normalement. Ensuite, la larve change de couleur. Elle devient brune, jaunâtre un petit peu. Et puis on a aussi des larves qui vont se retourner dans la cellule et normalement la larve elle est déposée sur elle repose sur son flanc enroulé dans le fond de la cellule et là on a des larves qui ont j'aime bien l'image de on dirait qu'elles ont la colique en fait elles se contorsionnent alors on les voit pas se contorsionner à l'œil nu mais elles se retournent dans la cellule elles changent de position elles se dressent alors que c'est des larves qui sont pas encore au stade de la prénymphose elles n'ont pas lieu de se dresser au fond de la cellule et on est encore en plein couvain ouvert. Et puis à la fin, bon là, il y a tous les germes de putréfaction tout, qui vont rentrer en jeu, et on va avoir globalement une dessiccation des larves une fois qu'elles sont mortes et la formation d'écailles. Voilà. Là, je vous ai mis une photo vraiment des premiers stades avant les dessiccations des larves et la formation des écailles où là, on a encore sur cette photo un petit... Alors, on a encore quelques larves qui ont leur aspect blanc, nacré, brillant. Et puis, on en a qui commencent voilà, à perdre leur partie brillante. On en a qui, si vous voyez au plein milieu, il y en a une qui commence à se retourner, qui change de position. Ici aussi, il y en a qui deviennent plus pâles, plus ternes. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers stades. Là, on n'a encore pas forcément, là, on n'a que Melissococcus pluton très souvent qui intervient. On n'a pas encore forcément de modification de couleur et de putréfaction de la larve. Donc, la deuxième diapo, là, sur une colonie où la loque européenne sévit depuis plusieurs semaines, donc sur des portions aussi de couvains plus âgés, hein, puisque là, normalement, on devrait avoir du couvain fermé partout par rapport à la date de ponte. Et on a en fait là, bon, les larves là, qui sont devenues carrément une espèce d'amas. Alors il y en a de différentes formes, d'amas jaunâtre, brunâtre, pourri. On a même du couvain operculé qui est en train d'être grignoté des operculés avec des larves mortes dessous. Bien sûr, ça peut être évocateur de loque américaine, donc on pensera bien à aller gratouiller là-dedans avec une brindille ou une allumette pour vérifier qu'on n'ait pas quelque chose de filant. Alors on peut avoir quelque chose de presque filant, notamment quand on a Pénibacillus alvei qui vient putréfier ces larves-là. Mais ça file vraiment sur un demi-centimètre alors que ça file sur quasiment 5 ou 10 centimètres quand on a vraiment de la loque américaine. Et puis, on en a qui se dessèchent à former des écailles. Vous voyez, là-bas, un petit peu en bas, enfin, en bas des parties operculées, là, en bas à gauche. Oui, voilà, là, typiquement, là, on a une écaille de loque européenne. Et à ce stade-là, assez fréquemment, quand on a du sac-brood associé, on a les deux symptomatologies d'associé. Voilà. Mais ce stade-là, terminal, est assez variable dans son aspect, puisqu'il va dépendre des germes de surinfection qu'il va y avoir en même temps. Alors, merci. Les facteurs favorisants de la loque européenne, alors c'est une maladie, hein, effectivement. Bien sûr, bon, vous retrouvez Varroa, vous allez dire, c'est un obsédé du Varroa, ce veto là. Euh, mais sans parler de Varroa, on cache ça pour l'instant. C'est une maladie qui est décrite et qui existe bien avant l'arrivée du Varroa en Europe occidentale. C'est une maladie typiquement à la base, qui est une maladie pareil des printemps difficiles, si j'ose dire, des printemps froids, pluvieux, où les colonies ont du mal à aller capter la ressource pollinique, et de rentrer suffisamment de protéines dans les ruches. C'est une maladie assez typique du sud de la France où on a un démarrage printanier au mois de février qui est précoce, assez rapide, avec des colonies, notamment les colonies d'abeilles, si j'ose dire, noires ou locales, qui ont tendance à, une fois qu'elles se lancent, elles prennent des risques en termes de quantité de couvain qu'elles mettent en route par rapport à la quantité d'abeilles adultes qu'elles ont. Et ça coïncide assez souvent avec la floraison des cystes, notamment dans le sud de la France. Et on a aussi la notion d'équilibre couvain-abeille adulte, capable de s'occuper de ce couvain, qui intervient donc sur des colonies qui ont tendance à démarrer très fort, très vite, avec pas forcément beaucoup d'abeilles pour bien s'occuper du couvain. Bah, dès qu'il y a un petit retour de froid,
que les colonies ont du mal à aller capter la ressource protéique, une carence protéique qui arrive, le déséquilibre de population, et en fait, on a des mauvaises nourrices qui n'arrivent pas du coup à compenser. Le Mélissococcus plus donc prolifère dans les larves d'abeilles et les nourrices n'arrivent pas à compenser en surnourrissant ces larves en gelée larvaire, en bouillie larvaire, parce qu'elles sont peut-être pas assez nombreuses, parce qu'elles sont de mauvaise qualité, parce qu'elles n'ont pas la ressource protéique pour bien les surnourrir, ainsi de suite. Et on a le cercle vicieux qui se met en place et l'apparition des signes cliniques. Donc cercle vicieux, hein, c'est les flèches rouges en bas. Le cercle vicieux, à partir du moment où on a du couvain qui n'arrive pas, des larves qui n'arrivent pas au bout, bah ça accentue le déséquilibre de population dans la colonie. Et le cercle vicieux fait que les symptômes sont de plus en plus importants et ainsi de suite. Et la colonie peine de plus en plus. Et puis, ben, le dernier larron de l'histoire, c'est varroa. Alors, je mets pression varroa ancienne et persistante, comme pour le sac-brood. Et ancienne, ça peut être l'année d'avant, ça peut être plusieurs mois avant. Donc, le varroa, on le sait, entraîne une carence protéique de la colonie. Alors, pas au terme où il empêche le captage de la ressource pollinique, mais parce qu'en fait, la colonie, elle héberge des protéines aussi dans ses nourrices. Et varroa, quand on a des nymphes d'abeilles qui sont spoliées par varroa durant la nymphose, ça donne naissance à des abeilles plus petites qui ont une teneur en protéines plus faible que la normale, qui ont des glandes hypopharyngiennes sous-développées, qui donnent ensuite des nourrices de faible capacité. Et donc varroa peut avoir par ce biais-là un grand effet sur la mise en place du cercle vicieux leucoropéenne. Et ensuite, il intervient aussi sur le déséquilibre couvain adulte, puisque le varroa, via les virus qu'il véhicule, va obérer assez souvent la longévité et puis les spoliations qu'il fait pour les larves, mais aussi via son effet vecteur de virus, va entraîner très souvent un déséquilibre de la population adulte, donc qui va être favorable à ce déséquilibre couvain adulte, notamment au printemps et à la mise en place du cercle vicieux leuco-européen. Et alors, quand on a des signes de loque européenne l'été, et là, il faut d'autant plus penser à varroa. Là, très souvent, on a quand même une pression varroa associée. Alors, ce qui n'était pas le cas là pour Johannes au printemps, la pression varroa était faible, mais reste l'hypothèse d'une pression varroa de l'été d'avant, donc plusieurs mois, 6 ou 7 mois avant, qui aurait pu avoir encore des effets favorisants sur la mise en place de problèmes de loque européenne au printemps suivant. C'est possible. C'est Donc bon. la langue européenne, comment on peut la gérer quand on a une apparition de signes cliniques? Alors historiquement, je ne vous cache pas que des gens faisaient des antibiotiques. Alors ça, c'est interdit. On n'a pas d'antibiotiques autorisés chez l'abeille, du moins en Europe. Donc on va oublier. Et puis de toute façon, c'était qu'un pis-aller, comme souvent les antibiotiques en apiculture. Donc la gestion de la loque européenne va d'abord passer par la capacité de l'apiculteur à détecter de manière précoce, dès les premiers signes, de repérer les colonies qui sont au début des signes cliniques, donc juste au moment de la perte de cet aspect blanc, nacré, brillant. Parce qu'à ce moment-là, il va être plus facile de rompre le cercle vicieux qui est en train de se mettre en place dans la colonie. Donc pour rompre ce cercle vicieux, on va conseiller de serrer les colonies de manière à ce qu'elle n'emblavent pas autant de couvain qu'elle le voudrait pour rétablir en fait un ratio nourrice-couvain plus favorable, la capacité de compensation de la colonie. On va nourrir pour bloquer ce couvain, bloquer, limiter la ponte, nourrir fortement. Donc ça va avoir deux effets de limiter la ponte, de rétablir cet équilibre et aussi de forcer la colonie, je ne l'ai pas marqué, à nettoyer les cellules qui hébergent une larve morte ou une écaille de l'oque européenne, les forcer à nettoyer plus rapidement pour diminuer la pression infectieuse dans la colonie et rétablir en fait aussi un ratio de larves à nourrir nourrice plus favorable. Et souvent, en fait, naturellement, une bonne mielée naturelle est capable assez souvent de faire de même. Donc, on a des signes de loque européenne qui, heureusement, assez souvent, alors pas toujours, hein, quand on est trop avancé, c'est compliqué, qui va venir faire la même chose, en fait, bloquer un peu les colonies dans le nectar frais, les obliger à nettoyer, faire que pendant un moment, elles vont moins faire de couvain ouvert, elles vont mieux s'en occuper, et puis les signes cliniques vont disparaître, et les colonies vont reprendre le dessus.
Par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'apiculteur peut être lui-même à l'origine d'un déséquilibre de population dans la colonie, notamment s'il vient faire des divisions ou de la prise de couvain et d'abeilles sur des colonies qui sont au tout début de la maladie, ou alors au pire, s'il n'a pas vu, qui sont déjà sur des stades très avancés, comme la deuxième photo tout à l'heure. Là, très souvent, on a une flambée des signes cliniques et dans la souche qu'on a divisée et dans l'essaim qu'on a fait avec ou dans le couvain qui servira à faire d'autres essaims et qu'on a retiré de la colonie. Puisque très souvent, c'est assez difficile de faire une division vraiment totalement équilibrée au sens où l'abeille le voudrait. Et on introduit très souvent un stress et un déséquilibre dans les colonies à ce moment-là. Donc le mot d'ordre, ça serait de serrer et en fait d'attendre en fait que les colonies aient passé ce cap du cercle vicieux, se refassent des abeilles de qualité et ça prend du temps, c'est trois quatre cycles de couvain minimum. Donc il y a une longue inertie dans la disparition, si j'ose dire, des signes cliniques. Et enfin, bah, toujours quand on a de la loque européenne, et encore plus quand on a des signes de loque européenne l'été, ce qui n'est pas normalement trop l'époque naturelle de la loque européenne, c'est de bien penser à vérifier la pression varroa. Ça doit même être une des premières choses à faire. Alors, si la pression de varroa le jour J peut être faible, mais dans ce cas, il faut quand même se remémorer, bon, bien qu'on puisse plus y faire grand-chose, si par le passé, on n'a pas eu un moment où les colonies étaient, et ça peut être plusieurs mois passés à l'avance, si les colonies n'étaient pas, pendant un temps assez long, soumis à une forte pression varroa. Enfin, on va finir par une petite diapo sur la comparaison entre la loque européenne, donc alors, on vous a symbolisé la loque européenne et surtout son agent causal principal, enfin initial, Melissococcus pluton, par des petits coques verts, et ensuite le sac brood virus, donc le virus du couvain saciforme par les petits losanges violets. Donc, pour tout ça, calé sur un cycle de développement d'une abeille ouvrière. Donc, c'est leur point commun, la contamination des larves d'abeilles a lieu à peu près au même moment, lors du deuxième jour larvaire, via les nourrices qui inoculent en fait le virus ou Melissococcus pluton dans la bouillie larvaire. Et donc les larves qui s'infestent à ce moment-là. Et alors les signes cliniques de loque européenne, eux, vont s'exprimer, c'est l'encadré flèche verte en bas pendant la période larvaire, alors que les signes cliniques du couvain saciforme, eux, vont s'exprimer pendant la prénymphose, mais j'ai fait prolonger la flèche jusqu'à l'émergence de l'imago, de l'abeille adulte. Puisqu'en fait, on peut avoir, il ne faut pas oublier que le virus va opérer la longévité de ces abeilles adultes qui ont quand même réussi à aller jusqu'au bout. Donc ces deux maladies ont une bonne part de facteurs favorisants communs, la carence protéique, le ratio déséquilibré couvain-adulte, l'infestation varroa passée ou présente. Et du coup, sur le terrain, elles sont très fréquemment associées. Donc là, Johannes nous a décrit d'abord vraiment qu'on avait des signes cliniques de SBV. Et ensuite, ça a dévié vers des signes cliniques de loque européenne, mais très souvent, les deux sont mélangés au même moment au printemps sur les colonies, et il est assez difficile d'ailleurs de faire le distinguo entre les deux maladies et les différents stades des deux maladies, quoi. Donc les différences, par contre, la loque européenne, c'est, on le rappelle, attaque du couvain ouvert stricte. Le sac-brood, c'est une maladie de la prénymphose. La loque européenne, il y a cette capacité de compensation des colonies via l'augmentation de la quantité et de la qualité de la gelée larvaire apportée aux larves, qu'on n'a pas pour le SBV, hein, c'est une maladie virale, les colonies vont pas forcément réussir à compenser. Et le SBV, enfin le sac brood, on a un temps de réversion, si j'ose dire, donc le temps qu'il faut pour que la pression virale diminue suffisamment dans la colonie pour qu'on ait plus de cycles cliniques ou subcliniques, hein, via la baisse de longévité des adultes, qui est très long. Et on a un effet là sur le SBV, autant sur la loque européenne, on a un effet plutôt indirect du varroa que sur le SBV, on peut carrément avoir un effet direct de varroa lui-même, comme avec beaucoup de virus. Et en fait, souvent, de décrire une forte différence génétique sur la susceptibilité des colonies d'abeilles au SBV. Et pas oublier donc que le SBV est aussi une maladie des abeilles adultes, qui entraîne notamment des dépopulations avant même les signes sur le couvain.
Donc le lien avec le lien d'abord sur le couvain saciforme, vraiment, moi je me pose la question, alors j'ai mis des points d'interrogation à la fin de chaque idée parce que bien sûr c'est des spéculations, faut rester humble là-dessus. On sait pas vraiment, on saura jamais avec certitude ce qui s'est passé, on peut juste esquisser des hypothèses et plus ou moins corroborer. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on avait un problème de SBV, de virus Sac-Brood au départ, et ensuite ça a dévié vers la loque européenne au mois de mai. Alors que ce problème de virus de Sac-Brood, moi je me posais la question si on l'avait pas déjà en 2022 dans l'élevage, notamment peut-être lié à une sensibilité génétique d'une partie du cheptel ou des souches sur lesquelles on a greffé, je sais pas. Et que c'est un peu pour rejoindre Johannes, est-ce que la dispersion de la pression virale n'a pas eu lieu déjà au sein de l'exploitation entre les différents ruchers, n'a pas eu lieu déjà en 2022 via les essaims, là, ces essaims qui, c'est vrai, qui avaient un peu miséré au printemps, qui se sont refaits l'été, enfin, qui ensuite ont été injectés dans des colonies qui avaient besoin d'être remérées ou renforcées en abeilles. Est-ce que c'est pas par ce biais-là qu'on a, entre guillemets, disséminé un peu tout, un peu partout une forte pression virale du virus du sac-brood? Possible. Ensuite, une question qui reste toujours en suspens, c'est comme on a eu quand même de fortes mortalités hivernales sur l'exploitation, est-ce qu'on n'avait pas en fait une forte pression varroa l'été 2022? Alors, a priori, les traitements appliqués, Johannes en a pas beaucoup parlé, mais à Ouais, l'été 2020, ah si, je suis arrivé en retard. ouais, je disais peut-être que, Johannes, si tu veux Ouais. préciser un peu là-dessus, on a des questions Euh, dans ce sens-là en plus. Vous m'entendez là? Hum. Ouais, Ouais. ouais enfin, comme je disais dans la présentation tout à l'heure, nous, c'est vrai que cette année-là, on n'a pas fait de comptage, donc il y a le doute persiste sur l'efficacité de ces traitements. Après, on n'a pas eu l'impression de rater quoi que ce soit. Et en fait, nous, enfin, on essaie de passer quasiment toutes les colonies par une rupture de couvain, parce que on est en bio et que les préparations médicamenteuses à base d'acide oxalique, eh ben, c'est efficace quand il y a pas de couvain. Et en général, ça se passe plutôt bien. Après, voilà, il y a effectivement, il y a un doute qui persiste là-dessus. Moi, même si les traitements estivaux ont été efficaces, d'un point de vue baisse de la pression varroa, rapide, efficace et pour préparer l'hiver dans de bonnes conditions, je me demande si en fait on n'aurait pas pu avoir une pression virale SBV qui était déjà importante et que même si on gère le problème varroa, ben, la pression virale, il lui faut beaucoup plus de temps, elle, pour baisser dans la colonie. Et peut-être qu'on a eu une persistance du coup de ce problème viral à travers l'hiver jusqu'au printemps suivant, avec des colonies, les colonies survivantes, qui étaient pas très grosses, qui ont redémarré avec déjà un handicap viral toujours là. C'est possible, hein. Enfin voilà. C'est pas, même si, même en présence de traitements varrois qui auraient pu être efficaces, et donc peu de varrois dans les colonies à l'automne 2022, on pouvait quand même avoir peu de varroa et encore malheureusement beaucoup de virus SBV. C'est un peu l'hypothèse que je fais. Alors bien sûr, si en plus les traitements varroa avaient été assez moyens, bien sûr c'est encore pire quoi, comme situation. Mais voilà, parce qu'on a quand même eu, voilà, il y avait quand même du couvain mosaïque qui vous a mis un peu le doute sur ces essaims. Voilà, c'est possible. C'est une hypothèse, hein, on ne Ouais, saura ouais. jamais Et malheureusement. est-ce que ça pourrait être, enfin, tu parles surtout d'un problème de sac brood dès 2022. Est-ce Mm. que ça pourrait être un problème de lock dès 2022? Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, c'est que dans les hypothèses que nous on a fait, enfin, pour comprendre tout ça, Anne Dalmont de l'INRA là, nous avait suggéré que peut-être, en fait, on avait principalement un problème de lock européenne et qui se serait, enfin, elle disait ça par rapport à la virulence de ce qu'on a eu, parce que ça nous a décimé des colonies et que ça l'étonnait que du sac brood puisse être aussi virulent. Et du coup, elle disait que peut-être qu'on avait un problème principal de l'oc européenne qui se serait, enfin, qui aurait affaibli les colonies, qui aurait laissé la porte à des virus et tout ça. Et est-ce que ça pourrait être un problème de l'oc européenne dès 2022, en fait? C'est possible aussi. C'est comme je dis, enfin, les deux sont très souvent associés quoi, sur le terrain. Donc c'est possible qu'on ait eu le problème de l'oc européenne dès 2022
qu'il était un peu masqué à la sortie de l'hiver, parce que comme l'hiver, il y a peu de couvains ou pas du tout dans les colonies, ben, le taux de Mélissococcus pluton a tendance à baisser assez fortement, et ensuite il faut qu'il y ait de nouveau de l'élevage de couvains pour qu'ils puissent remonter. C'est possible, on ne saura pas. Voilà, c'est. Après, ce qui nous fait signe quand même que au printemps, c'est sûr que la pression virale SBV était importante avant même l'apparition des symptômes, c'est que les essaims que vous ont fournis vos collègues, ils sont tombés malades quasiment à 15 jours, 3 semaines de décalage par rapport à votre cheptel dans lequel vous les aviez répartis. Donc, il y avait une pression infectieuse importante dans votre cheptel à ce moment-là qui a vraisemblablement affecté par dérive ces essaims qui venaient de l'extérieur, quoi. Et ensuite, on a eu la disparition des symptômes de SBV petit à petit au cours du printemps 2023 et puis la montée en puissance des signes de loque européenne. Et je pense que là, sur les signes de loque européenne, il y a quand même est-ce que le déséquilibre populationnel qui les a enclenchés n'était pas lié à la fois au SBV qui avait diminué la longévité des abeilles adultes et puis amplifié malheureusement comme vous l'avez dit, peut-être par le fait que vous avez essayé de compenser en faisant du cheptel tôt par rapport au développement des colonies, en faisant des essaims dès début avril sur des colonies qui n'étaient pas forcément énormes encore à ce moment-là. Juste le Sur la lien avec loque. le cas sur la loque européenne, voilà, moi je mets toujours un effet boule de neige comme avec le sac brood de la pression varroa de l'année précédente ou d'un problème, comme tu le disais, Johannes, de loque européenne qui n'aurait pas vraiment été objectivé l'année précédente et qui a flambé en 2023, quoi. Par contre, ce qui est là où on est à peu près tous raccord, c'est sur peut-être la précocité un peu trop précoce, si j'ose dire, des divisions des colonies début avril par rapport à leur état de population et à leur développement, quoi. Qui a du coup très certainement introduit un déséquilibre. Parce que vous avez fait du miel en fait en avril et c'est après que les colonies ont fondu, quoi. Donc la destruction du couvain de mai, pour moi, n'a rien arrangé. Enfin, c'est même toi qui le dis. On a toujours, mais je pense que là, on était sur un problème d'inertie et voire même, bah, on avait les mauvaises nourrices, donc les colonies sont reparties en symptômes loques européennes et un peu sac-brood associés, malgré la destruction du couvain. Alors que celle de la destruction du couvain de juin, donc on peut assimiler en fait à un transvasement juste dans le fait qu'on a retiré que les cadres qui avaient du couvain. En fait. Je ne sais pas si les gens ont bien compris ça. Lui, en juin, a été efficace, mais elle a été faite sur des colonies qu'on avait laissées en attente tout le mois de mai parce qu'elles étaient plus fortes, elles étaient moins impactées. Et là, par contre, en juin, ça a été efficace, mais certainement qu'on avait des colonies qui étaient en train d'un peu de reprendre le dessus et que là, la destruction de ce couvain les a aidés. On a retiré une source infectieuse importante via ce couvain, et puis ça suffit après à ce que les colonies n'expriment plus de symptômes, quoi. Voilà. Mais tout ça, ce ne sont que des hypothèses. C'est de la spéculation. Voilà. On va passer à l'équilibre des colonies. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, Philippe l'a un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de choses dans nos colonies. Donc là, vous avez sur ce graphique des analyses qui ont été faites sur des colonies saines. Et vous voyez là ces germes-là qui sont présents dans différentes proportions dans des colonies, encore une fois, qui n'ont pas de symptômes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour la loque européenne, et le SBV, ben, on est sur des proportions quand même importantes. Surtout pour le SBV, on les retrouve quand même dans la plupart des colonies. Le DWV aussi, vous voyez, on est quasiment toutes les colonies en ont un peu de présent. Et pourquoi, en fait, malgré la présence de ces germes dans les colonies ne sont pas malades? C'est parce que nos colonies, faut imaginer qu'elles sont en équilibre. Donc, elles sont en équilibre entre, d'un côté, les germes qui sont présents dans la colonie, et de l'autre côté, leur défense immunitaire. Et voilà, si à un moment donné, on a une rupture de cet équilibre, eh ben, ça bascule et on a l'expression de la maladie.
Donc, j'ai essayé de vous représenter un petit peu ce qui maintient la balance en équilibre. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, il y a d'autres choses. Si on regarde du côté des défenses immunitaires, quand on a une ressource de qualité, si les traitements sont faits le plus correctement possible et ou si on compense aussi la ressource par un nourrissement approprié, eh ben, ça stimule plutôt, ça maintient l'immunité des colonies, mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent la diminuer, comme les stress, n'importe lesquels, les charges varroa, des cires contaminées, de l'exposition à des toxiques, des carences, etc. Et puis, du côté des pathogènes, quand on enlève des vieux cadres ou des cadres contaminés, on allège la charge des colonies, mais ça peut aussi, la balance peut être chargée par l'introduction justement de ces cadres contaminés, par du pillage, par un voisinage apicole contaminé, des achats, etc., ou même l'intervenant. Et dans le cas présent, là, sur les hypothèses qu'on a émises, vous voyez en blanc, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qui avait pu faire déséquilibrer et conduire à cette explosion de cas. Et on peut penser que bon, la charge varroa ancienne, les déséquilibres de population et le stress lié au rééquilibrage des colonies ou des divisions ont pu jouer. Il y a eu quand même à un moment donné du mieux qui a été peut-être lié au fait de les emmener à la montagne et que la ressource alimentaire était de qualité. Donc là, elles sont peut-être à un moment donné refait un petit peu la cerise. Le traitement Varroa, on pense qu'il était correct, mais la charge initiale devait sans doute être haute dans les hypothèses qu'on fait. Et du côté des pathogènes, euh, l'introduction de cadres contaminés a sûrement joué. Et malgré le fait qu'on ait enlevé, on a fait du retrait de couvain avec la destruction de couvain, ça n'a pas suffi et ça a conduit du coup à ce déséquilibre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos colonies, elles sont très résilientes. Elles ont des capacités de compensation assez importantes, vous voyez, par rapport à ce que vous a expliqué Philippe sur la loc, mais jusqu'à un certain point. Et il faut avoir aussi en tête, vous voyez, déjà, on a mis pas mal de facteurs de risque sur la balance, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Ce serait faut faire attention au raisonnement simpliste qui pourrait dire ben, c'est ça qui est à l'origine du problème. D'ailleurs, on l'a bien dit, hein, là, c'est des hypothèses et les hypothèses, déjà, elles sont multifactorielles. Et puis, vous avez vu aussi, on est remonté jusque plus d'un an avant vraiment le déclenchement de la maladie. Et en fait, les actions où les événements, souvent, n'ont pas des conséquences à court terme. Et souvent, les conséquences sont plutôt tardives, liées au phénomène de résilience des abeilles et aussi aux effets cumulatifs des facteurs de risque. Donc, voilà les petits enseignements qu'on peut retenir de ce cas. Et on n'est pas là du tout en donneur de leçons parce que c'est vrai qu'on est toujours plus malin, on est toujours plus malin après. C'est que ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les cadres de couvain, c'est la première source de contamination ou de dispersion d'agents pathogènes dans un rucher. Et en partant de là, quand on divise, il faut éviter de diviser sur des ruches faibles. Il faut attendre que les colonies soient fortes, qu'elles aient 6-7 cadres de couvain minimum. Et puis, en sortie d'hiver, leur laisser bien le temps de renouveler leur population, qu'elles aient au moins une génération de nouvelles nourrices. Voilà, faut vraiment leur laisser le temps. Et puis, quand vous échangez des cadres, le rééquilibrage des colonies, c'est quelque chose qui se fait couramment, qui est souvent nécessaire. Et ça, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Par contre, il faut que vous soyez très vigilants et que tous les cadres, vous les passez au scanner avec votre œil sanitaire pour essayer de détecter très précocement des problèmes et puis éviter de renforcer avec des colonies faibles. C'est vrai qu'on pourrait, c'est tentant de dire, bah, moi, cette colonie, elle ne fait pas grand-chose. Ces cadres de couvain, je vais les mettre dans une autre pour les renforcer. Comme ça, au moins, elle servira à quelque chose. Mais bon, là, on prend vraiment un risque en faisant ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les cadres de couvain qu'on met dans une autre colonie ou qu'on divise, il faut vraiment qu'ils soient top. Vraiment, vous n'ayez pas de doute dessus.
un petit enseignement sur la gestion des ruchers aussi. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais c'est sur le cas, savez, Johannes, il a dit qu'il avait récupéré des essaims pour compenser les pertes de cheptel 2023. Et ces essaims, ils ont été dispersés pour compléter des ruchers. Et souvent, on dit quand on achète, il faut protéger son cheptel. Donc, on isole finalement ce qu'on a acheté de notre cheptel pour éviter les contaminations. Et là, dans ce cas, finalement, ça aurait été aussi bénéfique pour protéger les colonies achetées du cheptel qui était en souffrance. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est que quand on achète, on isole les colonies. Là, ça aurait été finalement approprié de les gérer en un seul lot, les 25 colonies qu'il avait récupérées, et les gérer toutes seules une saison, leur faire le miel qu'elles devaient faire, éventuellement faire des essaims dessus, mais les laisser toutes sur un rucher. Le conseil qu'on peut donner aux amateurs qui achètent, eux, moins de colonies, souvent deux, trois par-ci par-là, c'est de les isoler au moins un cycle de couvain et puis bien les inspecter après ce cycle de couvain avant de les introduire avec les autres. Les choix d'emplacement, l'emplacement, il est vraiment déterminant dans l'équilibre des colonies. Et c'est intéressant de diversifier les emplacements pour ne pas exposer tout son cheptel au même facteur de risque. Si on a on pourrait avoir un emplacement génial, mais aussi on peut avoir par exemple des carences à un endroit liées aussi à la météo ou à la ressource, à la présence de la ressource même. On peut avoir aussi des expositions à des toxiques ou un voisinage apicole défavorable ou dense. Donc tout ça fait que si on met toutes nos colonies sur une même zone, eh ben, finalement, on met un peu tous ses œufs dans le même panier et on peut prendre un risque. Alors, il peut très bien ne rien se passer parce que c'est une zone safe, mais s'il y avait un problème, eh ben, en fait, toutes nos colonies seraient exposées à ce même problème. Quelques petits conseils pour gérer vos colonies faibles. Alors souvent, ce qu'on entend et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se dit ah c'est une mauvaise reine. Et il ne faut pas toujours incriminer la reine et c'est pas toujours elle. Il faut que vous ayez un peu de recul et c'est pas toujours évident aussi en pleine saison, voilà, quand on est à la tête dans le guidon. Mais quand voilà, on a des essaims qui végètent ou des colonies qui ne font pas ce qu'elles devraient faire, se poser un instant pour faire une inspection sanitaire. On regarde souvent le couvain fermé, mais on se rend compte qu'on passe des fois à côté du couvain ouvert. Donc, essayez de bien tout regarder. Regardez également les adultes. On en a parlé tout à l'heure. Il faut essayer aussi d'estimer la population d'adultes par rapport au couvain, voir si on est sur quelque chose d'équilibré. Et un comptage varroa, c'est toujours intéressant d'enseignement. Si on a des symptômes ou si vous avez un doute, parce que vous ne savez pas trop identifier les symptômes, il ne faut pas hésiter à appeler l'OMAA. Et si par contre on ne voit rien, eh ben, voilà, la démarche qu'on vous propose, c'est voilà, déjà ne pas essayer forcément de valoriser ces essaims-là. Pas tout de suite en tout cas, et leur laisser le temps pour éviter de rajouter un stress et aussi d'éviter encore de déséquilibrer le ratio du vin. Et puis, on n'est pas à l'abri aussi, là, comme l'hypothèse qu'on fait en 2022, c'est que ben, il y ait une pression de pathogènes qui est déjà importante, mais on n'a pas encore une vraie expression de la maladie. Et si on divise, par exemple, ces colonies-là, eh ben, on a un gros risque de disperser les pathogènes. Donc, on les maintient plutôt, on les resserre, là, soit d'un côté, soit entre deux partitions, pour qu'elles n'aient pas tout un gros château à entretenir, pour limiter aussi le développement du couvain pour rééquilibrer les populations et qu'elles aient voilà, des adultes pour bien gérer à la fois le couvain et le nettoyage. L'environnement, il est vraiment crucial pour avoir une bonne ressource, à la fois au niveau glucidique et au niveau du pollen, au niveau des protéines. Et puis, c'est bête à dire, mais il faut attendre, leur laisser le temps elles se refassent la cerise
et qu'elle se renforce. Ça peut être long. Et puis, bon, si l'environnement est un petit peu défaillant, on peut aussi nourrir au besoin. Une petite conclusion avant la conclusion. Voilà, c'est un peu sous forme de blague, mais voilà, ce qui est le plus dangereux quand on a une pression de virus ou de bactéries très importante dans une exploitation ou dans un rucher? Est-ce que c'est une ruche toute cassée? Est-ce que c'est un lève-cadre? Est-ce que c'est une vareuse pas très nette? Ou est-ce que c'est ce beau cadre de couvain? J'espère que vous avez compris que c'est lui c'est le cadre de couvain qui est le plus contaminant. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête. C'est lui qui disperse le plus. Alors, on ne dit pas que les autres, c'est anecdotique, mais voilà, faites attention à vos cadres de couvain. En conclusion, on a remis un peu le déroulé du cas de Johannes. J'en profite pour le remercier très fortement de son témoignage qui est vraiment riche d'enseignements. C'est pas tout le monde qui partage ses problèmes et publiquement encore moins, sans peur du jugement. Et voilà, je pense que ça aide vraiment à progresser. Et je te remercie vraiment beaucoup de ce témoignage qui est précieux. Je te laisse un petit mot de la fin si tu veux. Ouais. Enfin, pour revenir sur ce qui nous est arrivé, moi, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Alors, bon, au niveau sanitaire, bien sûr, toute la prophylaxie qu'on peut faire, les précautions, le, le, le passage de cadre d'une ruche à l'autre et tout ça, bah, c'est sûr que depuis, je pense que j'y suis encore plus vigilant. J'ai aussi, enfin, j'ai pris conscience un peu du, de ce que c'était les virus ou de ce que c'était les bactéries, de ce que pouvaient être les autres contaminations, parce qu'en fait, on parle que de varroa. Et bien sûr que c'est hyper important et qu'en fait, c'est aussi parce que c'est un peu le seul levier qu'on a, parce qu'en curatif, sur les virus ou les bactéries, on ne peut pas faire grand-chose. Mais arriver à le dissocier, ne serait-ce qu'intellectuellement, ça m'a fait un peu du bien. C'est-à-dire se dire que peut-être que des fois, beaucoup de varroa avec peu de charge virale, ça passe. Peu de varroa avec beaucoup de charge virale, ça passe plus. Et voilà, c'est uniquement théorique parce que, comme je disais, on peut pas en faire grand-chose encore. Alors, il y a on entend parler de choses un petit peu sur des renforcements de colonies, sur des réductions de charge virale, tout ça. J'espère que ça va vraiment se développer et peut-être encore plus aider. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, notre levier numéro un, c'est sûr que c'est Varroa. Et la deuxième chose dont je voulais parler un petit peu comme ouverture, c'est plus sur le moral, parce que, quand un truc comme ça nous arrive, en fait, c'est vraiment très difficile moralement. Et je pense que ça l'est aussi si on a trois quatre colonies, ou voilà, parce que en fait, on s'en occupe, on les bichonne, on y passe du temps, on les aime, et en fait, on se rend compte non seulement qu'elles vont mal et que, et qu'on risque de les perdre ou qu'on les perd, et en plus qu'on a un rôle là-dedans, quoi. Et du coup, bah, voilà, moi, j'ai passé des dizaines de coups de fil à des apiculteurs expérimentés, tout ça, pour essayer de comprendre, pour chercher du soutien aussi, qu'on trouve pas toujours, parce que voilà, parfois on nous renvoie à nos limites et que c'est pas toujours agréable. Mais des choses, voilà, comme ces deux apiculteurs qui nous ont donné des essaims, bah, symboliquement, en fait, enfin, moi, ça m'a refait ma saison, parce que ça a pas tout changé, puisqu'ils ont été malades aussi et tout ça, mais voilà, ça fait du bien moralement. Faut pas rester seul, quoi. C'est vrai. Merci, Johannes. On va pouvoir conclure. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. On vous remercie pour votre participation et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour ce cycle de visio. Donc, merci et à bientôt et bonne journée.